Monsieur Parizia. Présent. Madame Botasso, elle a donné pouvoir à des malades. Pouvoir. Michel Fabrega. Oui. Monsieur Denis Levron, je l'ai vu. Madame Monique Mahin. Oui. Alain Lafleur. Daniel Vutul. Jean-Luc Bitbol. Jacques Maté. Henri Covin. Michel Pourcel. Claude Morel. Au revoir, Jacques Maté. Et Malek Kenache, il ne devrait pas tarder, il m'a dit qu'il sera en retard, mais bon, on le note. Frédéric Robert, elle est là. Christophe Pironi, je l'ai vu. Divou, il n'y a pas. Madame Karine Bresson, très bien. Renan Escouette, il ne devrait pas tarder. Il n'y a pas? Ah, c'est dommage. Et Malek arrive dans quelques instants. Voilà. Élodie Thomas est là. Anna Cri, je l'ai vu passer, mais elle est dans... Elle est là où? Ah, bon, tant qu'elle n'est pas là, moi je considère qu'elle n'est pas là. Madame Stocker, oui. Monsieur Lemeur, oui. Madame Favori, non. Quignon? Christophe Quignon, oui. Monsieur Courtois, oui. Madame Touchard, oui. Monsieur Le, oui. Et pouvoir à monsieur Rominet. Donc il y a le quorum largement, comme d'habitude. Alors, le secrétaire de séance, c'est naturellement Monique. C'est sa profession. Elle adore ça. L'ordre du jour. Alors, ordre du jour, tableau des décisions du maire. On commence par là. Allons-y. C'est ouvert. Je vous écoute si vous avez des observations. Sinon, on passe au vote et on n'en parle plus. Madame Stocker. Bonjour. Au sujet du logement, contrat de logement. Oui. Combien de logements il y a au-dessus de la maison de l'environnement? Voilà. Est-ce que le DPE a été fait pour ce logement? Quelle est la lettre qui a été attribuée, puisqu'il y a un contrat de location? Oui. Alors, je pense que ça doit être soit en F, soit en G, mais à mon avis, c'est en F, parce que sinon, en G, on ne pourrait pas le faire. Mais ça, si je note, il faut le noter, je te le confirme, parce que je ne sais pas ça dans la tête. Hein. Est-ce que le loyer est identique au précédent, parce qu'on est en zone tendue à ville? Si on est en zone tendue, de toute façon, le loyer, on n'a pas du tout l'intention de l'augmenter, donc ça doit être le même loyer. D'accord. Est-ce que la place de parking est comprise? Parce que je me rappelle que le fils d'un agent qui a l'autre appartement, il y avait eu une bagarre sur le parking parce que quelqu'un s'était garé sur une place qui pensait lui appartenir. Question, théoriquement, le parking est dedans. D'accord, c'est dans le contrat. Ok. C'est bon? Oui. D'autres questions? Non? On passe. Alors, il n'y a pas de vote, si. Je ne sais jamais si on vote. Il n'y a pas de vote. D'accord, c'est bon. Alors, après, on passe, deuxième temps, approbation du procès verbal. Qu'est-ce que vous avez comme observation? Oui. Globalement, on va être contre, puisqu'il y a encore tous les passages des membres de CAPEM qui ont disparu. Ah bon, ok. Il est contre, monsieur Le Rien. Donc, on passe au vote. Adopté à la majorité. Merci. Après, on attaque les choses plus sérieuses. Alors, le choix de la labellisation de la participation au financement de la protection. Alors, je vais essayer d'être relativement clair. Non, c'est pas ça? Création de postes. C'est... Attendez, bougez pas. Est-ce que je me suis planté? Rapport spécial unique, c'est pas ça. Approbation du rapport d'orientation. Ça y est, c'était la page d'avant. Je commence à gâtouiller, vous inquiétez pas, comme ça vous permettra de l'écrire. Le maire s'est trompé de page, c'est un scandale, etc. Bon. Donc, choix de la labellisation et de la participation au financement de la protection sociale. Donc... Mais non, c'est pas ça. Passez-moi s'il faut. C'est ça, donnez-moi ça, voilà, comme ça, on va y arriver. Ah, je gâtouille complètement. Hein, non, création d'un poste à temps complet sur l'emploi permanent, c'est ça? Oui. Ah bon, c'est très bien. Donc,
le problème était relativement simple. Je pense que nous avions besoin d'un poste à temps complet sur un emploi permanent au grade d'animateur principal. Donc, on vous propose d'en nommer un. Ah, évidemment, on corrigera le tableau des effectifs. Il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Ce besoin, un grade d'animateur, on manque. Il en fallait un. Je crois qu'il y en a un qui a démissionné chez nous il n'y a pas longtemps ou qui est parti, c'est ça? Il part sur un service administratif. Il part sur un service administratif. Donc, on ne fait que le remplacer, ça ne demande pas le nombre de personnes. Des questions? Qui est pour? Qui est contre? Unanimité? Merci. Non, mais attends, mais qu'est-ce qu'il m'a filé? C'est pas le bon numéro. Dis-moi la dernière. Choix de la labellisation. Choix de la labellisation, voilà. Et de la participation au financement de la protection sociale. Alors là-dessus, nous avions, il y a deux choses, si je ne m'abuse, il y a la participation à la prévoyance et la participation à la santé. Pour ce qui concerne la prévoyance, nous avions beaucoup d'avance, puisque ça n'était pas obligatoire, mais on l'avait déjà fait. Et aujourd'hui, ça va devenir obligatoire, et je pense que ça l'est même à partir de 2025, 1er janvier, mais on n'en a rien à faire, puisque c'était déjà dans la mairie depuis longtemps. Encore une fois, Emeraville était en avance. Et par contre, il y a une deuxième participation qui va arriver, qui sera, elle, pour la santé, c'est-à-dire la prévoyance, c'est pour vous donner une indemnité pour pouvoir vivre, et la santé, c'est pour rembourser vos médicaments. Et donc la santé, elle, ça sera obligatoire à partir du 1er janvier 2026. Donc ça fait que, et là, ça nous coûtera beaucoup plus cher, puisque aujourd'hui, on donne combien? Au total, c'est 22, je crois. 5, 10 ou 15. Oui. Et demain, ce sera 7 plus 15. Bon, alors je précise que le DG a le droit de répondre quand je lui demande. Hein, donc je viens de lui demander, il a répondu. Donc ça nous fera 22 € par personne, puisque nous, on propose une participation de santé à 15 €. Donc la mairie va cotiser à 15 € pour chaque employé. Des questions? Non? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité? Merci. Il n'y a pas grand-chose à dire dessus, de toute façon. Après. Tiens, ça, je te le rends ensuite. Le poste à temps complet, je te le rends aussi. Et... Alors, on arrive à l'essentiel, en final, c'est le rapport social unique. Alors, si, c'est l'essentiel, le rapport social unique. Donc, vous avez eu le rapport social, vous avez pu le regarder, l'examiner, est-ce que vous avez des questions à poser? Puisque c'est un rapport. Hein. On a mis à peu près le maximum de ce qu'on pouvait transmettre. Si vous avez des questions, on les note. Si on peut vous répondre tout de suite, on vous répond tout de suite. Enfin, je pense qu'il est bien, il est très complet, il a été bien fait, comme toujours du reste. Donc voilà, on n'a pas grand-chose à dire. Est-ce que vous êtes prêts à en débattre? Oui. Étant donné qu'une partie du personnel est passée à la semaine des 4 jours, Oui. est-ce que d'anciens mi-temps, du coup, ont basculé vers la semaine des 4 jours, ce qui était plus intéressant pour eux, en fait, puisque du coup, ils sont payés à temps complet et ils ont une journée de moins à travailler. Je ne saisis pas bien la question, mais ça devait être très intéressant, mais là, je te suis pas. Vas-y, on commence. Ils sont passés à la semaine des 4 jours, donc Oui. ils ne travaillent pas le vendredi. Oui. Est-ce que dans le personnel auparavant, des personnes qui travaillaient à mi-temps ont décidé de travailler à temps complet? Mais qu'est-ce qu'on avait comme personne qui travaillait à mi-temps chez nous? Il n'y en avait pas? Ok. C'est pour ça que je ne peux pas répondre à ta question. Ok, merci. Oui, mais enfin, je me posais la question, donc je la pose. Oui, c'est bon, mais non, il n'y a pas de mi-temps. Ok. Il y a du 80%. Oui, il y a du 80%, mais ça, c'est pas du tout le même problème. Ok. Oui, monsieur. L'informatique, c'est une DSP, c'est comment ici? Depuis mon départ, je ne sais pas. Parce que je trouve que 327 000 € de dépenses en informatique pour le fonctionnement... Attendez, c'est pas le sujet, là, pour l'instant. Pardon. On est sur le... Pardon, excusez-moi. Ça me fait plaisir de voir que vous Excusez-moi. Je ne suis pas tout seul. C'est bien, ça. Bon, pas de problème, on passe au vote. Qui est contre? Monsieur Hulot. Question à vous poser, enfin l'interrogation, je trouve quand même que... Oui, il marche. Pardon, 4,5 accidents du travail pour 100 agents.
Je ne connais pas la moyenne des autres, mais ça me paraît important, surtout quand on voit que c'est pour une absence de 37 jours d'absence consécutive pour les accidents du travail. Donc, je ne crois pas que 4,5 sur le personnel, ça soit beaucoup, mais c'est possible. Je vais vérifier, mais a priori, non, on n'a jamais attiré mon attention sur le taux d'accident de la mairie. L'URSSAF, pendant un moment, prouvait augmenter le taux d'accident du travail, etc. On n'a jamais eu ça. Donc je ne pense pas. Alors j'avoue que je ne peux pas vous répondre. On peut noter pour savoir si 4,5 c'est beaucoup sur 100, 4,5%. Je liais ça à la prévention des risques professionnels. Pas aucune assistance de prévention désignée dans la collectivité. Ouais. Aucune formation liée à la prévention n'a été suivie. Okay. Donc vraiment, c'est normal, quoi. Il y a 4,7% des employés qui s'absentent 37 jours par an. Ouais. C'est bon, ça roule, ça pose aucune difficulté. Je ne peux pas les empêcher de tomber malades. Je peux pas les non, mais c'est des accidents du travail. J'entends. Vous êtes concerné. C'est pareil. Je ne peux pas les empêcher d'avoir un accident du travail. Par contre, il y a 7 accidents qui ont eu lieu pendant le trajet. Donc vous rendrez responsable la RATP ou la SNCF ou les voitures. Donc il faudrait aussi, parce que 4,5% sur un effectif petit, c'est 100 personnes grosso modo. Donc si vous retirez 4,5%, ça fait, sur 100, ça fait 4,5 accidents par exemple. Il y en a déjà 7 qui reviennent des problèmes de trajet. Alors ce n'est pas la mairie qui est responsable, c'est la RATP. Voilà. Je vous conseille donc, dans le cadre de la région, de faire une protestation. Vous votez en touche comme d'habitude, mais sauf qu'on n'est pas dans un terrain de rugby aujourd'hui. Attendez, monsieur. Donc monsieur vous allez chercher le petit pourcentage sur la RATP pour dire que ça ne vous interroge pas. Le minimum de décence, c'était au moins de dire que vous alliez regarder de plus près cette chose-là. Non, c'est ce que j'ai dit. C'est d'emblée, c'est pas moi. C'est ce que j'ai dit. Ouais. Alors, écoutez, d'un côté, je vais finir par plus prendre la parole dans le bureau, moi, parce que d'un côté, je suis un menteur. Tout ce que je dis et tout ce que ma liste dit, c'est menti. Bon. Je ne vois pas pourquoi je finirais par vous répondre, puisque c'est des mensonges et je vous y croyais pas, donc ça ne sert à rien. Vous me posez une question. Vous me dites qu'il y a 4,5% de gens qui sont en accident du travail. D'accord ? Je vous dis oui, c'est forcément pas fort. Je sais pas moi qui suis sur les chantiers, naturellement. Et je vous dis que 4,5%, ça représente 4 accidents. Puisqu'on a à peu près ça. Oui, mais pour une moyenne de 37 jours d'absence quand même. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Après, je ne suis pas responsable de la gravité de l'accident. Donc, 4,5%, ça fait 4 accidents et demi. Je vous dis déjà, je tape en touche. Je dis, j'ai 7 accidents du trajet. C'est pas une touche, ça. Et puis, vous pouvez venir en mairie, on va vous les prouver. C'est pas une touche non plus. Parce qu'à force de dire, il tape en touche ou il ment, à chaque fois que je vous mets devant le nez à tous un document, vous passez à côté. Alors c'est gentil de dire que je tape en touche, je commence à en avoir ras le kiki. Alors je ne tape pas en touche, vous m'avez posé une question, on va la vérifier. Maintenant, les accidents du travail, ce n'est pas du ressort, ce n'est pas la compétence du maire. Bon, il y a eu des accidents de travail, il y a 7 accidents de trajet, et là je dis, vous voyez, avec les RATP. Mais je dis ça en souriant, parce que je m'imagine que vous n'allez pas aller demander à la RATP, puis ils vous enverraient sur les roses en vous disant, excusez monsieur, non, mais c'est dommage que le logiciel qui permet d'avoir il y a toujours quelque chose qui vous manque. Ne détache pas le trajet du travail. Et puis si vous aviez le trajet du travail, vous auriez encore autre chose de toute manière. Vous nous avez habitués systématiquement à voter contre quelque chose en disant il manque de renseignements. Je n'ai pas voté contre, je vous ai interrogé. Et je demande si ça vous interroge en parallèle du fait qu'il n'y a aucune formation par rapport à la prévention accidentogène. C'est parce que je pense que ça n'a pas été un besoin, parce que les services remontent. Vous avez un syndicat, monsieur Huleux. Il n'a pas remonté ce problème. Les services n'ont pas remonté le problème. Alors qu'est-ce que vous me racontez? Tu veux que je vous dise, moi? Monsieur, moi je fais mon travail d'opposition, je vous questionne sur des endroits qui m'interrogent, parce que moi, sur les établissements que je dirigeais en secteur hospitalier, je n'avais pas ce taux-là. Mais les choses ont pu changer, ça fait un moment pour moi. Il y a des aléas, c'était pas une mairie, c'était des hôpitaux. Quel secteur? Le social? Les hôpitaux. Oui, c'est difficile d'avoir des accidents de travail. À moins qu'un médecin se pique avec sa propre seringue. Là, vous avez des gens qui vont dans le bâtiment. Il n'y a pas que ça. Et puis, il n'y a pas que ça, oui, en plus. Bon, écoutez. Je comprends vos questions.
Oui, bien Premièrement, parce qu'effectivement, le programme aurait dû dissocier le trajet. Parce que c'est vrai que si on prend 7 personnes dans l'accident du trajet, je ne sais pas combien ça représente, mais sur un trajet, ça peut être effectivement descendre un escalier, se fouler, et puis ça peut être très long, une foulure. De l'autre côté, je comprends votre interrogation sur le fait du taux. Le taux peut être le reflet de 2 actions. Comme vous dites, soit un manque de formation à des risques, que ce soit le personnel qui soit sur l'extérieur, c'est-à-dire dans les jardins, ou dans les services techniques, à l'électricité. Ça peut être aussi des personnes que nous avons dans nos crèches, sur le port des enfants, comment le faire, ou autre. Ça, c'est des formations. Et puis, parfois, c'est vrai que derrière cette notion d'accident de travail peut se cacher, je dirais, quelle est l'ambiance générale du travail à Émeraville, où il y a des personnes qui se disent « oh bah tiens, je joue de l'accident », sans se rendre compte qu'effectivement, le taux qui va être impacté par le fait qu'il joue sur l'accident du travail, pour X raisons, qui lui sont propres, peut effectivement augmenter. Et on n'a pas ça. Mais je comprends votre question. Voilà. Moi aussi. Mais je comprends votre interrogation. Ma question, elle est liée avec le fait que, assistant de prévention, aucun assistant de prévention désigné dans la collectivité. Alors, qu'il y ait des accidents, qu'il y en ait beaucoup ou pas beaucoup, je pense que c'est toujours intéressant d'avoir un assistant de prévention qui, lui, est sur la plus grande proximité il est là au moment de l'accident. Du risque éventuel par rapport aux employés et qu'il n'y a pas eu de formation non plus. Donc, on peut pas obliger les gens à aller se former. On ne peut pas obliger quoi? Les gens à la formation s'ils ne veulent pas y aller. Ah bon? Moi, la formation, on ne peut pas obliger les gens à la formation. Mais si les gens ils sont assistants de prévention, ils ont droit à des formations et ils ne peuvent pas être assistants de... Je recommence. Ouais. La formation ici, je ne sais pas, mais je crois qu'elle se fait, il y a beaucoup de jours de formation, me semble-t-il, il y a toujours eu beaucoup, mais c'est sur demande, et puis en plus il y a un pourcentage obligatoire, mais il y a une demande. Non, c'est pas des formations à la demande du personnel, c'est des formations par rapport au poste, au lieu de travail, qu'il y ait des accidents ou qu'il n'y en ait pas. C'est toujours intéressant de pouvoir devancer qu'il y a une nouvelle machine accidentogène ou pas, par exemple. Je suis persuadé que ça se fait en mairie. Je vais vous écrire ce qui se passe réellement en mairie, comme ça vous le saurez. Parce qu'il y a eu des formations quand même. Moi, ça m'étonnerait qu'il n'y en ait pas eu. Il y en a eu, mais bon, c'est pas le Parce sujet. Que je crois même que sous l'époque des CHSCT, c'était obligatoire. Donc je ne pense pas que ça n'est plus obligatoire. Bon, on passe. C'est pour ça que je répondais que c'est dedans. Il n'y a pas de vote, c'est un rapport spécial. Il n'a pas à voter. Non, on prend. D'accord. Vous avez tous pris acte. Alors, rapport d'orientation budgétaire. Alors là, à mon avis, il y a 2 choses. La première chose, comme ça doit être fait, on le lit. La deuxième chose, comme vous auriez dû le faire, vous l'avez lu, vous nous dites, bon, on le connaît, on commence le débat. Alors, c'est vous qui choisissez. Qu'est-ce que vous voulez? On le lit normalement, il y en a pour un petit quart d'heure, c'est pas très grave, ou vous l'avez déjà lu en disant, attendez, on va passer au débat parce qu'on a plein de questions intéressantes à poser. Alors, Monsieur Huleux. Vous avez passé le rapport, là? On est sur le rapport, là. Non, on a passé le rapport sur le... C'est pas un vote. Les ressources humaines, c'est passé. Il n'y avait pas de vote. Il n'y avait pas de vote, on a dit. Donc on est passé au ROB. Il y a eu l'échange. Bon, écoutez, moi j'ai lu plusieurs fois votre document, donc si vous voulez le relire. Non, moi je ne tiens pas à le relire. Je n'en ressens pas le besoin. Moi non plus, mais je voudrais savoir si l'opposition, on a fait 3 bureaux là-dessus, nous on le connaît presque par cœur, donc a priori pour nous il n'y a pas de problème. Maintenant si vous voulez qu'on le relise, on le relit. Bon. Hier à la commission, c'était quoi la commission? Hier c'était la commission Monsieur le DSP. Commission DSP, on s'est relu tout le dossier sur chaque entreprise qui soumissionnait. Ça a demandé 3 heures, donc effectivement, il suffisait de lire la dernière ligne et ce qu'on avait fait. Mais là, on nous a dit, c'est la loi, c'est obligatoire, on le fait. Donc, on passe, vous l'avez tous lu, vous êtes tous d'accord pour qu'on passe, on ne le relit pas, alors allons-y au débat. Donc, c'est à vous de nous poser des questions, on vous écoute. Mais, monsieur. Ouais, donc je reviens à la question que je posais tout à l'heure.
Je voulais savoir si l'informatique, c'était une délégation de service public ou pas. Parce que je trouvais que là, dans les dépenses, c'était énorme. Excessif. C'est cher. C'était excessif, oui. Non, pas excessif, mais cher. 2024, vous avez 116 480 euros pour le renouvellement du parc. Et 2025, vous envisagez 327 015 euros de dépenses de fonctionnement et 180 000 d'investissement. Oui. Donc je voulais savoir si c'était une DSP, si c'était un employé communal qui était informaticien. Pas une DSP, on a lancé une DSP là-dessus, non. On a pris un spécialiste qui fait son boulot. Et il est vrai que depuis 20 ans ou 25 ans, on a vécu sur la même informatique, en le remettant un peu à jour de temps en temps, mais bon, maintenant on explose. Hein, et il fallait absolument renouveler complètement l'informatique. Alors il y avait non seulement les ordinateurs, mais il y avait aussi les serveurs, il y a tout à revoir. Et quand on a mis le doigt là-dedans, on nous a dit, bah oui, mais si on fait ça, il faut faire ça, si on fait ça, il faut faire ça. Et donc, ça fait que l'investissement est un peu important. Enfin, si vous mettez l'investissement sur 15 ans, parce que ça fait 15 ans qu'on n'aurait pas dû, on a fait ce qu'on a pu, on a tenu, on n'avait pas de problème en final, ça marchait bien à cette époque-là, mais avec toutes les normes nouvelles, toutes les obligations nouvelles, il faut absolument. Et puis on s'aperçoit que l'ordinateur, maintenant, c'est le roi, et il fallait y passer. Donc, on a tout ce qu'il faut en immobilisation. Et quand on aura terminé, ça sera quoi, octobre 2025, on sera avec une informatique. Si on a aussi les informatiques dans les écoles, où pendant un moment, les instituteurs acceptaient tous les ordinateurs qui étaient donnés par les parents. Vous avez des salles d'ordinateurs énormes, avec chaque fois un branchement. Donc ça coûte un peu d'argent à la mairie, etc. Donc on a décidé, on vire tout ça et on remet des ordinateurs tout neufs. Voilà. Donc on n'a plus d'informaticien à la mairie, on passe par une société. Si, on a un informaticien à mairie. Il faut quand même avoir quelqu'un. Hein. Oui, au moins pour la maintenance. Deuxième question, la couverture de la commune en LED, on en est où dans la couverture? Alors là, c'est terminé à, je crois, 80% à peu près. Oui, Fabrice. Il nous reste encore une tranche, la dernière, et qu'on va couper en deux. Il y aura pour des raisons budgétaires tout simplement. Tant que la subvention n'a pas été votée côté département, là c'est ce qui nous restera un petit peu dans le planning. Donc les 307 000 euros, c'est ça? Alors plus le tunnel de la gare de Émeraude-Ponto. D'accord. Voilà. Parce que là c'est piloté par la CAPVM en termes de travaux. Par contre le financement est 50% Émerinville, 50% Ponto. Ça c'est pas d'aujourd'hui, ça a toujours été comme ça. Et ce sera fait, je crois, avant les vacances. D'accord. Ce qu'il faut, excusez-moi, il faut bien comprendre que nous sommes dans le cadre de budget contraint. Là, je viens d'écrire, on m'a demandé, à la Paris Vallée de la Manne, on m'a demandé de faire un papier. Je leur ai pas dit ce que je pensais, parce que le papier ne serait jamais paru, mais j'ai quand même dit un certain nombre de choses en disant, attendez, le gouvernement est en train de nous serrer le kiki. Les gens n'arrivent pas à comprendre qu'on avait une dotation globale de fonctionnement de 2 millions, à peu près 1,9 million, je ne sais pas combien, ou 2,1 millions en 2012, et qu'aujourd'hui on est à 700 000. Et on avait des tâches qu'on a en plus maintenant avec alors ils nous réduisent ça sur l'interco, ça devient la même chose. L'interco, il lui a retiré ça, et l'interco actuellement il tourne en rond pour arriver à terminer à faire son budget. Alors vous allez avoir dans les boîtes aux lettres, vous allez avoir une petite note de l'interco. Je l'ai regardé, moi ce que je reproche, c'est qu'ils n'ont pas pris assez tôt des précautions, je leur avais dit plusieurs fois. Bon, on est deux à voter dans la commune pour l'interco, donc c'est pas notre décision à nous qui prime. Mais c'est vrai que, alors je ne vous parle pas des départements qui devaient nous donner une subvention, c'est bien ça, Denis, une subvention, puis qui nous la coupe en deux encore, avec une partie en 2025 et une autre partie en 2026. Alors si vous voulez, nous quand on fait notre budget, on met, je ne vais pas dire n'importe quoi, le stade pour 200 000 euros, sachant qu'on va avoir une subvention de 100 000. Si jamais la subvention n'arrive pas, ce n'est pas prévu au budget, puisque d'un côté on a mis la subvention en recette et de l'autre côté on a mis alors donc on est coincé, on ne sait pas quoi faire. Et si on l'a fait, le département peut dire vous avez commencé quelque chose sans avoir la subvention, donc on ne vous la donne pas.
Donc il faut que le département nous autorise à faire des travaux pour que l'on puisse après dire on les a fait grâce à vous parce que vous nous les avez donnés. Mais ils ne le font pas parce que sinon, s'ils s'engagent à la verser, la subvention, s'ils font un papier comme ça, ils disent attendez, là alors que là, on est dans l'expectative. Bon, on vous donne 500 000, on va peut-être vous donner 250 000, et puis il n'y a pas de sous. Et il n'y a pas de sous à la région, il n'y a pas de sous à l'État, on recommence pas. Voilà. Bon. Non, mais si on fonctionnait par tranche, je me demandais pourquoi cette année c'était plus cher les dépenses d'éclairage public. Et en l'occurrence, vous m'avez répondu, c'est le tunnel de Ponto qui fait la différence. Oui. C'est 127 000 euros pour la commune. Ouais, d'accord. Mais ça fait je ne sais pas combien d'années qu'on réclame. Hein. Ouais. Et on a beaucoup de mal. Ça y est, ils ont décidé. Et il y avait quelque chose, c'est que le maire de Ponto bloquait, de Ponto bloquait parce qu'il trouvait que le devis était trop cher. Bon, il a réussi à le diminuer considérablement, merci le maire. Et donc, nous, on a accepté et on en paye la moitié. Vous parlez également de travaux de réseau de la vidéoprotection à 125 000 euros. Est-ce que ça voudra dire qu'on aura de nouvelles caméras? Oui. La réponse est sèche. On va remplacer les caméras fixes qu'on a actuellement par 4 caméras des multicapteurs mobiles et une fixe à toutes les entrées de ville. Des multicapteurs, d'accord. Oui, tout à fait. Ça. D'accord. Et dernière petite réflexion de ma part, pourquoi réfléchir à un centre de santé à la salle Gavroche, sachant qu'il n'y a pas d'ascenseur? Il y a un ascenseur. Il y a un ascenseur? Enfin, il y a un ascenseur de prévu, financé. Ah oui, d'accord. D'accord. Ah bah, si vous voulez. Là, j'ai rien vu dans les dépenses qui étaient prévues pour un ascenseur à Gavroche. Non, vous devez avoir il y a un devis global, je crois que ça nous revient à 45 000. C'est 45 000 l'ascenseur. D'accord. Et on espère avoir une subvention fonds de concours de la CAPVM. D'accord. Donc c'est AT. On a la subvention. Les CAPVM. deux niveaux seraient utilisés dans la salle de. Initialement, comme nous sommes des gens pratiques, on pensait qu'on pouvait installer la salle de santé là, et puis que les handicapés, on les traiterait au rez-de-chaussée, et les gens qui sont très hauts. Mais non, c'est pas possible. L'ARS dit je n'accepterai pas que vous ouvriez un centre de santé avec un étage dans un immeuble sans qu'il y ait l'ascenseur. Point. On s'en servira pas. Rien à faire, c'est comme ça. Donc on est passé au crible, on a regardé les prix, et puis on a commencé à regarder on est très avancé sur le projet, et on a commencé à regarder les subventions qu'on pouvait avoir. On a un coup de bol, l'intercommunalité nous aide beaucoup, là, de ce coup-ci, là, ils ont dit quoi? Ils nous financent ils nous subventionnent à hauteur de 50% des travaux. Là, c'est énorme. Alors, on va avoir le département, mais qui n'a pas de sous non plus. L'ARS dit, moi, je vous interdis, mais de toute manière, je n'ai pas un rond, donc je ne vous donne pas une thune. Donc, on va avancer. Là-dessus, il y a les médecins. On a l'équipe, on a tout. Le gros problème aujourd'hui, c'est qu'on a reçu récemment des gens de l'EPAMarne qui voulaient créer un centre de santé juste derrière l'Intermarché. Alors, allez, écoutez, nous, on a bien avancé, c'est pas question qu'on refuse. Et puis, d'un autre côté, vous mettez un centre de santé là, à Malnou, il n'y en a pas. Là, vous avez un centre de santé à Ponto qui n'est pas très loin, ça nous paraît double emploi, très emploi. Donc je pense que les gens ont renoncé, mais on a fait un rendez-vous là-dessus parce qu'ils avaient un truc sur la chambre de santé sur Maraville-Bourg. Merci. C'est tout. Pas d'autres questions? La région fournit 50%, le département 25% du reste à charge, ouais. Et la communauté d'agglo 50% du reste à charge à nouveau. Ce qui fait qu'a priori, il vous reste 10%. Il nous reste 10%. Eh bien, c'est bien. On ne va pas se plaindre. Oui, ça se déduit chaque fois, tout à fait. Mais bon, le département comme la région ne pourra jamais motiver le refus de subvention. Au moins pour la région, on le vote après-demain. Bon, ben, vous nous représentez, alors votez pour nous. Hein. Comment? Vous nous représentez, votez pour nous. Hein. Ah, je ne pourrais pas. Il faut se déporter. Tiens. Pourquoi? Parce qu'on se déporte quand on est concerné. Ah, c'est vrai. Bon, mais ça passe facilement, c'est pas... Ouais. Il n'est pas cher en plus, le projet. Ah, non. Et puis, alors, il est fait par des professionnels, parce qu'on a un médecin qui s'occupe que de ça. Il est médecin, mais il fait surtout installe des centres de santé. C'est vraiment le vote. On lui fait une confiance à vote. Ensuite,
Madame Stoutier. J'ai vu les produits financiers. Produits financiers exceptionnels de 620 588. De quoi s'agit-il? Page 12. C'est pas des produits financiers. Il y a écrit, Des ventes de terrain. il y a écrit produits financiers exceptionnels. Ah, c'est des terrains. 620 000 de produits financiers, il faudrait qu'on ait quelques bourses. Hein. Ben oui, alors que... Donc je me suis posé la question, parce que par rapport à l'année précédente, c'est énorme. C'est la vente de terrain. Des ventes de terrain, donc c'est le compte qui est mal intitulé. L'intitulé ne doit pas être bon, a priori. Si, c'est catégorié dans ce compte-là. C'est dans ce compte-là. C'est normé là-dedans. Voilà. C'est l'absurde. C'est pas la différence entre la comptabilité publique et le privé. Et puis, je reviens sur oui, la DGF. Normalement, c'est 17,10 par habitant. Bon, ça, la DGF, elle stagne depuis 3 ans quand même. Mais là, avec le recensement, si la population augmentait, la DGF devrait augmenter aussi. C'est ce qu'on demandera. Donc j'ai raison. Ah oui, bah t'inquiète pas, si jamais on a une augmentation où on peut gagner 10 balles, on n'hésitera pas. Et puis, les dépenses de personnel. Oui, 56%, c'est ça? Page 17. Oui. Je vois qu'il y a 185 personnes. À temps complet. ETPE, voilà. emploi total. Ce qui ne correspond pas, en fait, à la délib du mois de septembre 2024, où, en fait, il y en avait 159. Oui, vous avez absolument raison, mais seulement c'est emploi à temps plein. C'est une notion différente, c'est-à-dire qu'on prend tous les emplois qui sont à 25 heures, 30 heures, 40 heures, 50 heures, on les ajoute et c'est ce qui fait ce différentiel, c'est tout. La notion, elle est bien précise, c'est ETP, c'est ça, hein, oui. L'abréviation. Voilà. Donc 185 à temps plein. Ah oui, temps plein. Non, pas à temps plein. Non, ETP, c'est l'équivalent de temps plein. Ah, ok. C'est l'équivalent. Oui. Tiens, il y a un truc que le DG vient de dire, c'est le 185, c'est le nombre de payes, même si c'est une paye à 10 balles, ça fait un compte, ça compte 1. C'est idiot, hein, mais c'est comme ça, c'est les statistiques. Bon, je crois que pour moi, c'est fini. Ouais. Je rebondis un petit peu sur les recettes de fonctionnement, page 12, parce que je pense qu'on peut remercier les Émerinvillois grâce à l'augmentation des impôts, la vente que vous avez fait sur les espaces verts, réserves naturelles, bois. Sinon, je ne sais pas combien d'emprunts il aurait fallu prendre. Attendez, excusez-moi. On fait dans l'avenir, et si on n'avait pas fait ça, il serait passé comme ça, ou on est en train de parler du réel? Le réel, c'est comme ça. Alors, si on n'avait pas fait ça, peut-être que si on n'avait été pas au pouvoir, peut-être aussi. Mais là, pour l'instant, c'est comme ça. Voilà, c'est une constatation. Oui, bien sûr. Je vois pas de définition soit par rapport au DPE des logements mairie sur les obligations pour 2025 et 2028. Oui, ça a été lancé. Je sais pas, il n'y a rien qui est stipulé dans le robot. Oui, c'est un coup, ça. Non. C'est un coût pour la DPE et c'est un coût pour les travaux. Ça doit être budgété pour l'année 2025. Oui, attends, alors, je ne comprends pas bien la question, c'est pour ça. On a classé nos 68 logements ou 60 logements, je crois que c'est 68, je ne suis pas sûr. Bon. En F, en G, en E, etc. Et on a prévu ceux qui sont en G, d'ailleurs il ne doit pas nous en rester beaucoup, il doit nous en rester 3 ou 4 je crois. Fabrice. G c'est pour 2025. Combien 8. Il en reste 8 en G, dont au moins 2 ou 3, les locataires ne veulent pas qu'on fasse de travaux. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on augmente les loyers, puis ils ne veulent pas qu'on vienne les enquiquiner parce qu'il y a des travaux à faire. Par contre, travaux obligatoires, mais pas l'augmentation des loyers, c'est interdit. Oui, attends, c'est pas le problème. Le problème, c'est pas interdire. Le problème est le locataire
pour l'instant, peut rester. On n'augmente pas le loyer, on le sait, on n'en parle plus. Par contre, où on risque d'avoir des problèmes, c'est dans les années suivantes. Si le locataire s'en va, on ne peut pas le relouer, donc il faudra le faire les travaux. Et si la loi change encore, ça sera également tous les F qui aujourd'hui ont un régime un peu spécial, qui passeront au régime G. Ça veut dire que c'est pour 2028. Ouais. Oui, d'accord, mais il faut le prévoir. Donc, dans nos investissements, il doit être prévu, théoriquement, dans le total des investissements, il doit être prévu la réfection de au moins 3 logements en G, ou 5 logements en G, puisque sur les 8, il y en a 3 qui ne veulent pas. Mais ces gens-là ne veulent pas, ils nous ont écrit, j'aurais demandé de m'écrire de telle manière que s'ils ne veulent pas, c'est qu'on augmente leur loyer, parce que si on le passe en F, on peut augmenter leur loyer, et s'ils ne veulent pas, c'est être ennuyés par des travaux alors qu'ils sont chez eux et qu'ils s'y trouvent bien. Voilà. Alors, la question, je ne la comprends pas, parce que c'est figure dans les investissements, tout ça, donc... Oui, mais c'est pas stipulé les démarches qui ont été faites par la mairie pour les catégoriser. Les catégories ah ben ils sont tous G catégorisés. Oui, et les prévisions de F pour 2020. Il suffit de nous le demander, on vous le donnera. Ils sont tous catégorisés, les 60 avec G, F, D, etc. Et il y a très peu de G, il en reste 8. En F, il n'y en a pas beaucoup non plus, mais il y en a. Et puis voilà, de toute façon, on est devant une histoire de fou, parce que plus personne n'a d'argent, et l'État nous dit qu'il faut faire des travaux. Moi, je veux bien. Bon, une mairie, on arrivera à s'en sortir, mais le petit propriétaire du coin qui, lui, loue son truc, qui est passé en G, comment il fait quand il aura 40 000 euros pour remettre son appartement en location? Il ne pourra pas. Et puis même s'il le fait, dans combien de temps il pourra récupérer? Parce qu'il pourra augmenter son loyer de 20 balles ou de 30 balles, il y a 40 000 euros de dépenses. Moi, on vit dans un monde de fous, hein. Bon, c'est comme ça. Voilà. On fait abstraction du monde de fous. On dit simplement, nous, on a fait l'analyse de tous les DPSG, c'est ça, ça s'appelle, ont été faits. Je les ai, je peux vous les donner. Ils sont tous placés en fonction de GF, etc. Et on sait qu'en G, il y en a 8. Voilà. Dont 3 qui refusent. J'ai pas vu également de défi de transition sur le ROB par rapport au PAEP qui devient obligatoire. Alors, je ne sais pas, celui-là peut-être on peut en parler, mais c'est le plan d'amélioration énergétique du patrimoine. Non. Je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas si on en a même parlé de ça. C'est quoi? Oui, mais ça veut dire quoi? Toutes les transitions, il y a les énergies renouvelables, il y a beaucoup de choses. Il y aura une annexe dans le BP. Okay. Le détail aussi de plans pluriannuels, tout ce qui est travaux, bâtiments, voiries, logements. Ah, attends, là c'est pas une analyse d'un bilan, parler. là. C'est un domaine parce qu'on n'a pas de vision. On est dans l'orientation budgétaire. On ne peut pas mettre tous les documents, le PPI. Oui, mais ça veut dire qu'on n'a pas de vision à 2028, on n'a aucune vision. C'est le principe du DOB. En 2028, c'est vous qui serez là, alors c'est pas la peine de vous casser la tête avec ce qui va se passer en 2028. On a quand même fait un bilan de l'état des bâtiments. Je sais pas, rien, non. C'est vrai qu'on n'en parle pas parce que ça se situe sur plusieurs années. Il y a un PPI depuis longtemps, mais de toute façon, j'en profite peut-être, et je vous ai déjà écrit ça pour vous dire que les vérifications n'ont pas manqué cette année, et que nous avons une vérification de notre service, comment dirais-je, notre service de la trésorerie, qui a dit qu'elle était très contente. J'ai dû vous l'envoyer, ou je vous en ai parlé, je ne sais pas si je vous ai envoyé. Non, vous l'avez écrit sur Facebook. Voilà, c'est ça. Mais je pourrais vous le redonner si vous le voulez, si ça vous intéresse. On a eu ça, on a eu une vérification comment dirais-je, il y a eu 2 vérifications qui ont été faites, les 2 étaient très bonnes. Et puis là, on est sur la Cour des comptes qui devrait nous donner, on a un rapport déjà provisoire. Donc le rapport provisoire, on peut avoir une idée du rapport provisoire, du rapport définitif, puisqu'on sait que le rapport provisoire, il n'est pas trop méchant, enfin il n'est pas méchant du tout. Alors voilà, le septembre 24, contrôle d'une régie d'avance faite par la trésorerie de Shell, conclusion RAS. Contrôle hiérarchisé de la dépense en 2023, jusqu'au 19-12-2024, fait par les services de la gestion de Shell, conclusion, un niveau très satisfaisant, avec encore une amélioration sur le dernier exercice. Quand même pas mal. Analyse financière 2019-2023 faite par la direction départementale des finances,
Point fort, niveau des recettes de fonctionnement, niveau de la CAF, diminution de l'endettement, capacité de désendettement ratio, seuil de solvabilité 4,26, seuil d'alerte admis étant de 7 ans. À votre disposition quand vous voulez, c'est les rapports. Donc, je ne dis pas qu'on a tout fait bien, il y a forcément des choses, et la Cour des comptes va nous reprocher 2-3 trucs, ce qui est tout à fait normal. Mais je me suis amusé à les regarder parce que ça m'a passionné. J'ai été regarder le rapport de la Cour des comptes sur Logne, sur Torcy, sur Shell, sur Ponto, sur l'intercommunalité. C'est rarement aussi gentil que ce que nous on a reçu au niveau du premier contrôle. Donc, a priori, sur le plan financier, je pense qu'il ne faut pas nous passer une arme de guerre parce que ça ne servira à rien. Voilà. Est-ce que vous avez valorisé la perte financière des salles que vous ne louez plus? Vous avez décidé de ne plus louer? Oh oui, il doit y avoir une perte à peu près de l'ordre de entre 5 et 10 000 euros maximum. Mais je ne compte pas... Oui, attendez, parce que vous avez la location, et vous avez après le service de nettoyement, vous avez, et vous arrivez à aller entre 10 et 15 000 euros de perdus. Et alors, où est le problème? Non, c'est... vous savez, faut le prévoir. De toute façon, non, mais oui, on l'a prévu. Le problème pour moi est relativement simple. Vous avez un nombre de salles qui est limité, et vous avez des gens qui, des salles, par exemple, la salle où il y avait les vestiaires, c'est-à-dire où il y avait tous les vêtements, elle était dans un local qui prenait la fuite, etc. Donc il fallait les mettre ailleurs, donc ça a repris une autre salle, ça fait une salle de moins. Quand on s'est dit on va reconstruire cette salle-là, on nous a dit ça coûte je ne sais pas combien de millions, on a dit non, on ne peut pas maintenant. Donc ça nous a fait une salle en moins. Et puis vous avez des associations, le cyclisme qui en avait marre d'être dans une cage à lapin au château à demander à ce qu'on en a profité pour ça, etc. On n'a plus de salle. Alors, vous pouvez nous dire que c'est par racisme, c'est parce qu'on n'aime pas les gens, c'est qu'on dit ça à Martine, on dit non à Abdoul. C'est pas tout à fait la vérité. Et ce qui est très clair, c'est qu'en plus, c'est vrai que nous, ça nous arrange parce que c'était un service qui rapportait peu et qui, de toute façon, était très prenant, avec les ennuis que ça occasionnait, parce que les gens qui semaient le désordre et qui rendaient des locaux dégueulasses, de bruit. Ils étaient jamais... De Shell, ça s'entend. Pardon? De Shell, ça s'entend le bruit. De Shell? Oui. Ah bon? Oui, il y a beaucoup de bruit dans les salles de location. Ah bon? Oui. C'est habité Shell? Vous voulez toujours revenir sur ma situation personnelle, mais demandez à M. Courtois qui me présente une attestation EDF avec consommation. Demandez une taxe foncière. Ça suffit, ma vie personnelle, je la mène comme je l'entends, monsieur Quignon. Non, monsieur Quignon, c'est très bien visé. Ne vous inquiétez pas, ça m'est rapporté que je suis un petit directeur financier et administratif. Je crois que vous êtes mal barré, parce que si vous aviez été chercher effectivement mon CV professionnel, vous auriez pu voir que j'étais inscrit en tant que président, directeur général d'une société depuis l'an 2000, juin 2000 ou 2001, jusqu'en 2022. 22 ans, monsieur. Alors, je n'étais pas directeur financier, petit, avec votre qualificatif de petit de votre côté. Bon, alors, excusez-moi, mais on pourrait peut-être cesser cette polémique, d'autant plus que vous êtes très mal placé pour en parler vous-même. Bon, moi, j'ai lu vos articles, alors je suis propriétaire de 27 millions d'immeubles, enfin, ça devient dément, c'est bête votre truc. Alors, effectivement, et en plus, vous attaquez à des endroits où vous n'êtes pas bon non plus. Moi, j'ai mon cabinet à Emraville. Vous dites que j'habite dans le 77, dans le 42, dans le 55. D'abord, les électeurs s'en foutent royalement. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est à quelle heure je suis là. Même si j'habitais au Sénégal et que je prenne l'avion tous les jours, j'arriverai ici à 9h. Où vous êtes, vous? Au lit. Alors, s'il vous plaît, fichez-nous la paix. Ça ne sert à rien, votre truc. Ben oui, je dis, heureusement, je mets un peu de plaisanterie, parce que bon, un peu, vous nous faites un contrat de location entre M. Courtois et Mme Stocker. Il est faux. C'est un faux contrat. On ne va pas vous emmerder. On n'a jamais voulu le faire. On vous répond. Si demain, je vous dépose une plainte, je voudrais savoir, je vais faire une petite note, comme vous êtes habitué à faire à la délation. Je vais écrire aux impôts en demandant ce que fait Mme Stocker avec les loyers que M. Courtois lui verse.
J'aimerais bien savoir. S'ils sont conformes. Est-ce qu'ils sont conformes à la loi? à la Alors loi, attends, et est-ce qu'ils sont arrêtez ça sert à rien. Il n'y a pas de loyer, il vit gratuitement chez moi. C'est ça, il n'y est jamais, tu le sais très bien qu'il n'y est jamais, mais je m'en fous. Mais c'est parce que vous nous attaquez qu'on répond là-dessus. En plus, vous nous attaquez sur des affaires, vous n'y connaissez rien. Tous vos trucs, c'est la mairie est en faillite, mais vous ne connaissez même pas que 2 et 2, ça fait 4, pour vous c'est 2,5. Quand vous nous dites qu'on est des mauvais, et c'est vous qui faites des faillites. Enfin, je ne comprends rien, moi, à votre truc. Écoutez, faites votre boulot, soyez en mairie, ne soyez pas, au moment où il y a des commissions, ne soyez pas là, ou soyez là, plutôt, ça serait bien. Et puis foutez-nous la paix, laissez-nous, vous allez gagner, c'est sûr. Hein, j'y crois, et en plus, je vais dire une chose, je serais content de vous gagner, c'est pour vous dire, parce que je voudrais voir la tête des habitants 6 ans après ou 2 ans après. Alors je voudrais rigoler. J'ai bien rigolé avec Madianosc, je pense que je rigolerai encore plus avec vous. Alors, c'est tout. On fait notre boulot, vous faites votre boulot. Est-ce que c'est une obligation d'attaquer sur la vie personnelle? Non. On a commencé... Vous savez où ça a démarré, ça? Enfin, grâce à vous, je me soigne maintenant. C'est que vous avez fait une belle image et vous m'avez appelé poil au nez. Et il y a une belle photo avec moi des poils du nez. Non, c'est pas vous, bien sûr. Jamais. Non. Oui, bah, je l'ai gardé. Vous avez tendance à croire qu'on est comme vous, à utiliser des faux comptes. C'était pas un faux compte. La personne qui vous a dit ça, c'était une vraie personne. Des faux comptes. Oui. Nous, on n'a pas de faux comptes. On se cache pas. Non, on se cache pas. Et le gars qui habitait au château, il est où celui-là? J'en sais rien. Demandez-lui. Demandez-lui, c'est pas nous, je vous dis, nous on n'a pas de faux comptes. Par contre, on voit tous les vôtres, tous vos faux comptes. La personne qui parlait de poil au nez, elle n'est même pas dans notre équipe, parlez-lui. Le seul qui écrit dans mon Facebook, c'est moi. Alors, personne n'écrit, très peu. Il n'y a pas une seule personne qui écrit dans mon Facebook à part moi. Et je vais vous en sortir encore 4 cette semaine. Alors, je pense que... Mais c'est complètement idiot. Pourquoi cette réflexion à la con? Excusez-moi l'expression, c'est vulgaire. Je sais, je suis vulgaire. À quoi ça a servi d'attaquer Pierre? Franchement. Les attaques personnelles, c'est pas possible. Ça, vraiment, il faut qu'on arrête ça. Bah oui. C'est pas possible. Allez, bon. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions à poser? C'est très bien. Vous êtes bien. Quand vous vous taisez, vous êtes beaucoup mieux. Monsieur Huleux. Oui, alors moi j'ai quelques interrogations sur les orientations budgétaires, enfin pas sur les orientations, c'est les votes d'orientation. On verra ce qu'elles donnent par la suite. Jusqu'à maintenant, c'était pas en principe, mal, hein. Elles sont souvent meilleures quand on approche la fin du mandat, mais c'est une logique qui se retrouve partout. On parle financier, là. Ce qui m'inquiète plutôt, c'est qu'à part les avis de ralentissement économique, de l'impact des entreprises, du manque d'attractivité de notre pays, qui va nous amener vers des difficultés. Il n'y a qu'une seule chose qui est un petit peu intéressante, c'est la revalorisation de la valeur locative cadastrale, qui va monter un petit peu moins que prévu, mais qui va quand même monter. Non, mais c'est la seule orientation qui est un petit peu plus en bénéfice. Bon, ça se compte, il n'y en a pas trop d'autres. Et surtout qu'il y a en ce moment des discussions que vous savez certainement, qui ne sont pas marquées dans vos orientations, qui sont quand même le fait que l'écologie aujourd'hui est une obligation, parce qu'il faut absolument qu'on se détache de toute dépendance au pouvoir russe pour notre défense, mais américain pour nos commerces. Donc il y a quand même des basculements qui se font, qui ne sont pas obligatoirement très pessimistes, puisque nous sommes pour l'armement assez bien placés pour l'Europe, mais il y a des décisions importantes qui vont aller sur des bonus quand c'est sur l'autonomie et des malus quand c'est pas sur l'autonomie. Ça se discute en ce moment à l'Europe. Tous les partis sont bien d'accord, qu'ils soient de droite ou de gauche. Donc c'est une réalité de la défense économique européenne. Comment on va se situer là-dedans ? Vous n'en parlez pas, donc peut-être que votre travail de texte n'était pas à ce moment-là, mais enfin ça fait quand même quelques semaines qu'on est sur ce basculement économique qui me semble, moi, très important. Je peux ? Oui. Effectivement, d'une manière générale, le contexte économique, on l'a bien traité, je pense. Il y a des points, comme vous dites, que peut-être on n'a pas mis l'accent. Je suis perturbé
quand on voit le livret blanc de l'armement de 1994, si on l'avait suivi, nous n'en serions pas aujourd'hui au niveau où nous en étions. Mais ça, c'est parce qu'on s'était habitué à voir la paix sur le continent et on n'aurait jamais pensé avoir ce retour de bâton pour l'Europe. Ceci étant, on peut apprécier que la mise en forme et en production de l'armement va créer, c'est vrai, une valorisation, un apport sur le PIB. C'est moche à dire, mais ça me rappelle la première fois que j'ai assisté, parce que j'étais petit directeur financier d'une société d'armement qui faisait le Charles Leclerc, petit. Et si vous voulez, quand vous allez effectivement au salon de l'armement qui s'appelait à l'époque le Satori, vous voyez comment on pouvait tuer, ou quelles pouvaient être les empreintes de missiles ou d'une balle ou d'un projectile quelconque derrière une planche de contreplaqué pour dire voilà les dégâts que ça fait. Et on pouvait s'amuser aussi à l'époque avec, vous savez, pour suivre un char et puis lui balancer une roquette. Donc il va y avoir ce développement-là. Je suis perturbé effectivement dans les côtés écologiques parce que j'ai entendu la présidente de la Communauté européenne qui est venue dire les moteurs thermiques sembleraient, on ne sait pas si on va y arriver à 2035 ou si on va repousser. Et quand j'ai vu les informations ce matin, j'ai vu qu'ils allaient augmenter le nombre de production de barils d'essence, ce qui va avoir un coût effectivement sur la facture d'essence. Je ne sais pas si on va consommer plus et ça va détériorer effectivement ce côté dans l'environnement. Voilà, c'est difficile dans le contexte qu'il est fait. Mais je pense que globalement, on l'a bien cerné au niveau national. Sur le taux de chômage, je ne pense pas qu'on soit arrivé au chômage structurel, c'est-à-dire à celui qu'on pourrait penser qui soit normal entre les deux rotations d'un changement qui sera entre 5 et 6%. On a été surpris, et j'ai été surpris quand j'ai lu les statistiques, on est à 7% sur l'année 2024 et le dernier trimestre était correct sur la progression. Donc je pense que globalement, on a vu ce point-là écologique, c'est vrai que difficile à appréhender. Tout comme j'ai entendu l'association dans les maires de France qui discute de savoir comment retrouver de l'aisance financière et on a entendu parler qu'ils recherchaient pas une nouvelle taxe, mais on n'en serait pas loin. Et ça, on ne le met pas là-dedans. Je dirais qu'on ne peut pas toujours vivre avec la crainte de se dire aux gens que ce qui est certain, c'est que si on a, comme disait tout à l'heure M. Quignon, si on a vu des augmentations du taux, on a pu remarquer que 2023, 2024, on n'a pas augmenté la pression fiscale. 2025, il n'est pas prévu d'augmentation de pression fiscale sur la taxe foncière, sur le taux de la taxe foncière. Ceci étant, c'est indépendant effectivement des revalorisations que l'on a pu avoir. De l'autre côté, quand on parle effectivement du personnel, il est très intéressant de voir que les charges de personnel représentent un budget important, plus de 57%. Seulement, si vous aviez lu le document par rapport à une ville de notre strate, nous sommes inférieurs au taux de pourcentage et pourtant nous avons pris plus de 1 million de dépenses de frais de personnel indépendamment de notre volonté. Et si vous aviez lu plus loin sur la CRL, d'ailleurs tout à l'heure on en discutait, il y a effectivement un autre impact des impacts de la loi de finances qui a été pris, c'est la CNRAL, c'est la caisse de retraite, ça a un impact sur 3 ans de 3%, et on en est pour cette année à provisionner 80 000 euros, et ça sera comme ça pendant 3 ans. Voilà, donc je pense que globalement, le rapport de l'orientation, on a traité ce problème. On peut dire qu'il manque certains éléments, comme vous le souleviez, mais généralement, on a un bon aperçu de ce que pourrait être le Emerainville dans ce contexte-là. Personnellement, je pense qu'on ne peut pas aller trop loin dans l'analyse de ce qui va se passer au niveau national, parce qu'on n'en sait rien, parce qu'on est basé sur des suppositions, parce que moi je constate que ce qui fait que le gouvernement actuel tient la route, c'est parce qu'il fait peur, et il y a plusieurs formes de peur. Alors on a peur des soviets qui doivent venir à Paris demain, et donc on réarme, c'est quand même complètement idiot. On a peur des gens qui viennent chez nous, les émigrés, parce qu'ils vont nous virer de chez nous, et puis nous on ira en Laponie, je ne sais où, ça fait une deuxième peur.
On a une troisième peur, c'est l'écologie, qui nous dit vous allez mourir. Je regardais les prévisions des écologistes quand le premier truc qui a eu lieu, je ne me souviens plus du nom, mais c'est dans les années 60, on mourait tous, il n'y avait plus d'eau, ou alors c'était trop chaud, ou alors on faisait tellement de gosses qu'il n'y avait plus du tout de nourriture, il n'y avait plus de terre arable. Non, la peur, c'est ce qui fait actuellement la nature de la France, c'est ce qui peut faire les plaisirs et les délices de nos gouvernants, qui, de toute façon, ne prennent pas des mesures très sérieuses. Hein. Le dernier qu'ils nous ont inventé, c'est le colis de secours, avec une bouteille d'eau, et puis... Non, mais ils nous prennent pour des débiles ou quoi là. Il y a des moments où je me dis, mais est-ce qu'ils vraiment nous prennent pour des crétins? Mais vous avez 3 fonctionnaires ou 4 fonctionnaires qui ont bossé pendant un temps de hit, qu'on a donc payé très cher, parce que c'est des hauts fonctionnaires, pour nous dire, il faudrait que vous ayez chez vous alors 3 bouteilles d'eau, une lampe pour regarder, un jeu de cartes. Je ne sais pourquoi un jeu de cartes, on n'en sait rien. Enfin, mais c'est complètement dément. Et les écolos sont principalement responsables parce qu'ils foutent les trouilles à tout le monde. En plus, vous nous lancez sur des choses qui n'ont aucun avenir et qui coûtent une fortune. Par exemple, le fait, vous m'avez dit que j'avais rêvé et fait un mauvais cauchemar. Quand j'ai dit que les écolos, pendant un moment, voulaient fermer les centrales nucléaires, j'ai vérifié, je ne faisais pas de cauchemar, c'était la vérité. Donc, ils nous ont fait ça, les Allemands se sont laissés avoir, mais alors vraiment comme des turfs. Et maintenant, ils sont dans un ennui complet, ils sont obligés d'acheter du gaz américain ou du gaz russe, et les autres, ils en profitent pour vous en mettre plein les dents. Je ne sais pas dans quel monde on vit, mais à chaque fois que j'écoute une nouvelle, ça me paraît dément. On est à côté de la plaque, les gens ne sont pas des professionnels. J'ai l'impression d'avoir affaire à des gens qui ont fait des grandes écoles, qui ne sont pas bêtes, mais qui n'ont aucune pratique et qui ne savent pas du tout comment la vie réelle se fait. Ils sont dans les ministères et on te pond des têtes, Combien de têtes on a eu encore depuis le début de l'année? Combien de normes supplémentaires? Je pensais que c'est les écologistes qui font... Ah, j'ai pas dit... J'ai pas dit... Vous me l'apprenez, j'irai chercher quand même. C'est la crainte de l'écologie. Vous avez le droit. C'est pas la droite qui est au pouvoir. C'est les écologistes. Vous en parlez pas. Monsieur Huleux. Là, ils mettent des chiottes sèches partout. Monsieur Huleux. Je n'ai pas dit que c'était les écologistes. Allez, non, mais vous prenez un bout de mon discours et vous prenez celui qui vous plaît. Je n'ai pas dit que c'était les écologistes, j'ai dit que les écologistes y participaient. Moi, j'ai toutes les décisions et toutes les choses qui ont été écrites par le GIEC, etc. Aucune ne s'est réalisée, point, tiré à la ligne. Après, si vous contestez, vous avez le droit. Moi, mon rêve ici, c'est, j'y arrive pas, parce qu'ils ont tous peur. La peur, parce que si jamais ils sont contre l'écologie, ils ne passent plus à la télé, ils ne passent plus à la radio, ils n'ont plus de boulot. Et s'ils ont des laboratoires, ils n'ont plus de subventions. Et ça, je le sais, parce que j'ai du monde là-dedans. Alors, mon but à moi, ça serait d'avoir en face de nous, dans une réunion publique, un gars qui est pour l'écologie style GIEC, et puis un qui est contre. Et puis qu'ils échangent des points de vue. Je n'arrive pas... Alors, des gens du GIEC, il y en a un paquet qui viennent, ils sont contents, ils font mousser. Mais les autres ils ne viennent pas parce qu'ils me disent, attends, si on y va, demain on est quand interdit de TF1, TF2, TF3, etc. Donc, il y a dans ce pays un malaise complet, et tout est basé par le gouvernement, qui est un gouvernement sans être un gouvernement, puisqu'il n'a pas la majorité, qui est basé sur la peur. Alors que ce soit une peur des Russes, peur des Américains qui vont nous quitter, une peur des... Mais c'est dément, ils ont toujours peur. Je ne sais pas comment ils font pour dormir, moi je dors bien, je vous remercie, mais bon, chacun fait comme il veut. Et après, dire ça dans une... Moi, j'aurais bien voulu, je pouvais vous l'écrire dans le rapport d'orientation, mais ce n'était pas utile. Là, dans le rapport d'orientation, on vous a donné les très grandes lignes, on n'a pas voulu non plus. Et puis après, qui peut prévoir ce qui va se passer demain? Vous me parliez, on va augmenter les valeurs locatives pour augmenter les taxes foncières, donc pour augmenter les impôts directement. Bon. Mais ça fait 20 ans qu'on en parle. Il n'y a pas de désécologistes là-dessus, hein? Attendez. Ça fait 20 ans, et les gens ont dit, écoutez, la valeur locative, c'est le loyer que vous payez multiplié par 12, et puis on applique un taux. Alors par exemple, Mme Stocker, elle est tranquille, puisqu'elle ne perçoit pas de loyer. Mais pour des gens qui ont des loyers, il y aura forcément une augmentation démentielle. Regardez les valeurs locatives que vous avez sur vos taxes professionnelles, c'est des trucs qui datent de 60... La taxe foncière, c'est une belle connerie aussi, celle-là. Bon, la taxe foncière, c'est quoi? Grosso modo, c'est
Ça a été fait en 77, je crois, c'est la valeur de 77. Mais on est en train de vivre un pays moderne, qui se dit moderne, avec un téléphone qui passe pas partout. Parce qu'au chou, j'ai pas le téléphone. Vous voyez, c'est pour ça que je viens plus souvent ici. Voilà. Je sais que, comme ça, j'essaye de vous voir en mairie, mais je ne vous vois jamais. Alors, le problème, c'est que dans une économie moderne, on a encore des impôts qui datent de Mathusalem. Et on se dit, comment on fait pour changer? Alors, un jour, il y a un génie qui a dit, la taxe professionnelle qui est sur les salaires, c'était très intelligent, comme ça, plus vous aviez de salaire, plus vous payez, donc vous disiez, je ne prends plus de salaire, on va la changer. Très bien. Ils ont changé ça par le truc sur la valeur ajoutée. C'est un bordel. Ils sont en train de décider de changer de nouveau. Vous voulez qu'on écrive tout ça dans le... Moi, je peux vous en écrire 2 bouquins, comme ça. Hein. Je prends juste alors, ce que je disais, monsieur le maire, c'est qu'aujourd'hui, il y a une double contrainte écologique par rapport au climat, et se rajoute à cette pression qui fait dépense d'argent pour tout le monde, se rajoute l'indépendance qu'il faut que l'on gagne en tant qu'Européens. On n'est pas les moins bien placés en France, dû à ce qu'on discutait tout à l'heure, mais c'est quand même quelque chose qui va orienter, je pense, de façon très importante, les investissements, parce qu'on ne peut plus se permettre d'acheter du gaz à la Russie et de demander à ce qu'il arrête les conflits. Donc, si on veut être cohérent un petit peu, mais c'est vrai, ça fait que 10 minutes que la droite est au pouvoir en France et en Europe, et les libéraux ont été évacués de tout gouvernement, tout le monde sait ça, on n'a qu'à voir Trump. Mais aujourd'hui, on est dans cette contrainte-là qu'il faut quand même réfléchir qu'il y a des investissements qui vont avoir une double pression, je veux dire, si elle l'était déjà avant. Voilà. Pour le reste, je vous le laisse. Je vous remercie, mais je ne vous le donne pas. Alors, pour moi, et puis on va s'arrêter là, pour moi, le problème de l'écologie, c'est une nouvelle religion. Et je dis, moi, il y a un changement climatique, c'est vrai, on ne peut pas le nier. Mais il y en a eu tout le long de la création de la Terre qui est arrivée il y a 4 milliards d'années. Il y a eu des périodes glaciaires. Et là, l'homme, il n'était pas là pour faire du CO2. Après, je ne sais pas, mais actuellement, on est en train de remettre en cause le pourcentage de CO2 en disant que ce n'est pas forcément lui qui fait le chômage, qui fait l'augmentation de la température. Tout ça, c'est une religion. Autrefois, on croyait en Jésus-Christ, Bouddha, tout ce que vous voulez. Maintenant, on croit à... L'homme est responsable, c'est le péché originel, on a recommencé avec ça, hein. L'autre il avait bouffé la pomme, maintenant c'est parce qu'on produit des choses qui font que... Voilà. Pour conforter monsieur, avec monsieur Huleux, c'est vrai que la couche d'ozone, il semblerait que le trou soit en train de se reboucher, se refermer. Mais je vous rejoins. Dans la couche d'ozone, on retrouvait ces fameux gaz que l'on avait à la fois dans les réfrigérateurs, que nous avions aussi dans des systèmes de climatisateurs qui étaient du R170 ou quoi que ce soit, je ne me souviens plus, du fluide, et qui partaient dans l'air. Et c'est vrai que les mesures qui ont été prises, au niveau des industriels et des personnes... Il a réduit, puisque ton simple aérosol qui est... Oui, mais il faut quand même compenser aussi, remettez un peu la France, on n'est pas seul au monde, combien on émet de gaz carbonique, combien on émet de CO2, nous, à l'échelle de la planète. Alors vous nous demandez de reconstruire, de modifier les appartements, de rouler à vélo, de prendre des voitures électriques, on sait très bien qu'on va être emmerdé à cause des batteries, etc. Et pourquoi, combien la France fait-elle de CO2, elle, par rapport au reste du monde ? Alors vous êtes en train de nous dire qu'il faut qu'on soit les meilleurs, les plus beaux, mais ça n'a aucun sens. Les Chinois, ils s'en foutent, les Hindous encore plus, et eux, ils vont produire jusqu'à temps qu'ils arrivent au même niveau de vie que nous. Et là, vous pouvez toujours dire, j'ai fait 3% d'économie du CO2, si vous, ils vous en mettent 200% de plus, ben vous ne ferez rien. Et ça, c'est encore mathématique. Mais alors, la France, ça a l'air d'être la France, c'est la seule au monde. Ben non, l'Europe, c'est pas la seule non plus au monde. Vous avez des pays actuellement qui veulent se développer, l'Inde notamment, vous avez aussi la Chine, et bien ils vont vous faire du CO2 à mort. Donc, si vous voulez, est-ce qu'on n'est pas en train de détruire notre industrie, parce que les industriels foutent le camp, compte tenu des impôts? Est-ce qu'on n'est pas en train de ne plus faire de recherche, parce que c'est pas beau, il faut le principe de prudence? Vous savez, c'est les Shadocks.
J'adore cette expression. Moi. Les chadiotes pompaient, ils ne savaient pas pourquoi ils pompaient, mais ils se demandaient s'ils ne pompaient pas, qu'est-ce qui se passerait. Voilà, bah, c'est un peu ça. Remarque, la prudence vaut mieux, mieux, parce que quand on voit mais la prudence, faut pas être... fait un pangolin... Oui. Bon, bah écoutez, on a terminé. Il n'y a plus de questions. Le débat a donc eu lieu. Je vous souhaite une bonne soirée. Il faut voter. Il faut voter que le débat a eu lieu. Alors, qui est contre dire que le débat n'a pas eu lieu? Donc, tout le monde est d'accord. Vous voyez, ça, c'est l'administration française. Il faut noter pour dire que le débat a eu lieu. Voilà.